S'il est vrai que le software mange le monde, il est tout aussi vrai que les API mangent le software. Les API font tourner le web, et ce n'est pas les exemples qui manquent, de Facebook à Google en passant par Twitter ou Netflix. Au point que c'est un sujet incontournable lorsqu'il s'agit de créer une application. Mais créer une API ne se fait pas sans beaucoup d'efforts et parfois pas mal de douleur. En effet, au-delà du code qui est un sujet qui nous passionne tous, il y a d'abord un design. L'implémentation ne vient qu'ensuite. Et dans ce domaine, les erreurs sont fréquentes, pénibles et ont même parfois des conséquences catastrophiques. Mon invité, Arnaud Loret, aka API Handyman, y consacre un blog et vient de publier un livre sur le sujet. Le design des API web aux éditions Manning. Arnaud est leader API et architecte chez Natixis, et le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il a travaillé son sujet. Avec lui, je reviens sur ce qui fait une bonne API, mais nous parlons aussi de sécurité, de cycle de vie et des erreurs qu'il est facile d'éviter quand on prend le temps de faire un bon design. Arnaud, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, tu as sorti récemment un livre sur le design des API web aux éditions Manning, et d'ailleurs on va faire gagner ce livre, et le détail de comment obtenir un exemplaire de ce livre sera dans les notes de l'épisode. Oui, donc merci Manning de nous offrir cette possibilité-là. L'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante aura la joie de pouvoir recevoir une version numérique de ce livre. Alors en premier lieu, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur le design des API web? Alors c'était il y a longtemps quand j'étais un petit designer d'API et que je débutais. En fait, je me suis plus ou moins gaufré sur le design de mes premières API. Notamment bossé sur un gros projet d'APIification complète d'un système d'information. Et c'était un projet très intéressant parce que j'ai beaucoup appris parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs et que je me suis dit après coup que ce serait quand même pas mal d'éviter que d'autres le fassent. Donc c'est initialement pour ça que j'ai démarré mon blog et puis après coup à force d'écrire dans le blog et de participer à des conférences, je me suis dit quand même j'ai pas mal de trucs à raconter et je me suis dit un jour j'écrirai un bouquin. Et le jour est arrivé finalement plus vite que ce que je pensais, parce que par le truchement, c'est les hasards de la vie. J'avais rencontré des gens qui habitaient en Ukraine. C'est des gens qui font API Guru, qui est un directory de description d'API. Je les avais rencontrés dans une conférence aux États-Unis, dans un coin paumé de la Caroline du Sud. Donc déjà, pour les rencontrer là, c'était assez énorme. Et un jour, ces gens-là ont été contactés par un éditeur, qui leur a dit Manning, qui leur a dit tiens, on aimerait bien que vous écriviez un bouquin sur la spécification OpenAPI. Puis c'était Igor Goncharov qui répondait, qui a dit ouais non moi ça m'intéresse pas trop, mais par contre je connais un mec, j'ai rencontré un mec là ça m'intéresserait peut-être. Et donc ils m'ont contacté. Et je leur ai dit, moi, écrire un bouquin sur OpenAPI, ouais, j'ai écrit beaucoup sur le format, mais ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'ai une idée sur écrire un livre sur comment designer des API, parce qu'il y a plein de questions qui sont pas abordées dans la littérature. En tout cas, j'ai pas vu, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal d'écrire ce bouquin-là. Et puis, finalement, ils ont été, le pitch leur a plu. Et c'est parti de là. Donc à la base, c'est quand même finalement un livre que j'ai écrit pour mon vieux moi, en tout cas moi plus jeune, pour éviter de tomber dans certains problèmes auxquels on pense pas forcément quand on fait des API, parce que surtout quand on fait de l'informatique depuis longtemps, on se dit d'écrire des interfaces pour accéder à des bidules et des machins, c'est facile, on fait ça depuis des années. Et puis en fait, il y a 2-3 pièges à éviter. Quand on parle de design de web API, alors première question avant de parler du qu'est-ce que c'est un design, pourquoi avoir choisi les web API? Les web API parce que c'est déjà ce sur quoi je travaillais, parce que peut-être qu'on peut parler déjà de petite subtilité, c'est des web API. Donc c'est pas les API qu'on va avoir par exemple sur une librairie. C'est-à-dire je fais du Python, j'ai toutes les interfaces de base sur les strings pour calculer la longueur et tout ça.
Les API dont on parle là, dont je parle dans mon bouquin, donc les API web, c'est les API qui vont permettre de solliciter à distance une application. Et ces API web, c'est ce qui aujourd'hui fait tourner le monde. Parce que si on peut enregistrer ce podcast aujourd'hui, c'est parce que derrière le site web que je suis en train de regarder là, il y a des API qui tournent. Quand vous allez utiliser n'importe quel réseau social, Twitter, Facebook, LinkedIn ou que sais-je encore, derrière il y a des API. Donc les API, c'est ce qui va permettre de connecter entre elles des bouts d'application. Qui va permettre à une application A de pouvoir interagir à distance au travers d'un réseau informatique avec une autre application. Et c'est ce qui fait tous les systèmes d'information aujourd'hui. On ne peut pas construire un système d'information ou construire un truc en informatique sans les utiliser. Et finalement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que c'est une connaissance qui est hyper importante pour n'importe quel développeur aujourd'hui, ou développeuse. Très bien. Et alors, le design d'une API. Alors, qu'est-ce qui se cache sous le terme design, précisément? Alors, quand on parle de design au sens large, très souvent les gens, notamment quand on parle de design d'objets de tous les jours, on pense plutôt au côté artistique, pour faire un truc joli, genre Stark, où je voyais hier notamment une boîte qui fait de l'impression en 3D, qui montrait un très joli évier apparemment en céramique imprimé en 3D, avec plein de circonvolutions, plein de trous partout, c'était très joli. C'est très joli, sauf que les gens qui ont fait ce design se sont jamais posé la question, mais comment ça va être nettoyé au bout de quelques mois, ce truc-là? C'est impossible, c'est pas pratique. Donc le design, c'est pas faire du joli. Le design, ça va être penser quelque chose pour que d'une part, il réponde à un besoin, et que dans la réponse à ce besoin, utiliser cette chose, ce soit facile. Et quand on parle de design d'API, c'est d'abord à ça qu'il faut penser, avant de se dire, je suis en train de faire un truc d'informaticien qui va me permettre de faire de la tuyauterie entre deux applications. Et c'est vrai que ça, quand j'en parle à des gens qui font du développement depuis longtemps, souvent c'est le petit changement d'état d'esprit à opérer, de se dire, les API web en 2021, c'est plus juste de la tuyauterie. C'est créer une interface qui va être facile à comprendre, facile à utiliser et surtout répondre à un besoin. Parce que si on fait pas ça, derrière, ça va beaucoup moins bien marcher. Mhm. En lisant ton livre, j'aime beaucoup Steve Jobs et je repensais justement à sa volonté de rendre les choses simples et intuitives. Et finalement, j'ai beaucoup retrouvé ça dans ton livre. En quoi c'est important de rendre une API simple et intuitive? Alors, c'est important parce que cette API, on la crée pas juste pour le plaisir de la créer. Derrière, elle va être utilisée. Alors, c'est certes une interface de programmation applicative qui va être utilisée à toute fin par une autre application, mais cette application, elle se crée pas toute seule, elle est bien codée par quelqu'un, et ce quelqu'un, il va bien falloir que cette personne regarde le contrat d'interface de l'API, comprenne à quoi elle sert, comment elle marche et comment l'utiliser. Et que ce donc on fait pas attention au design de cette API, cette personne, voire ces personnes, parce que probablement il va y en avoir plusieurs qui vont utiliser cette API, vont toutes perdre du temps à essayer de comprendre comment ça marche. Et dans le monde des API, il y a deux grandes familles d'API. Il y a les API privées qu'on fait pour soi à l'intérieur de son organisation, à l'intérieur de son entreprise. Et généralement, là, on tient un marché un peu captif. C'est-à-dire que les gens en face, si c'est l'équipe d'à côté qui doivent interagir avec ton équipe, ils n'ont pas trop le choix. Donc, ils vont utiliser tant bien que mal cette API avec son design tout pourri. Mais ils vont le faire en râlant. Ils vont le faire en perdant du temps et ils vont le faire en venant te poser plein de questions. Donc au final, à la fin, personne n'y gagne parce que le créateur de l'API se fait embêter, le consommateur de l'API perd du temps, et à la fin, tout le monde perd du temps et l'entreprise perd de l'argent. Et potentiellement, peut-être que le produit, ce qui devait être créé, ce sera délivré plus tard. Et l'autre marché, là où c'est encore plus important, c'est les API dites publiques. Ou en tout cas, c'est les API qu'on vend comme produits. Des boîtes comme Stripe ou Twilio, qui font des API pour Stripe dans le paiement et pour Twilio dans les télécoms. S'ils font des API compliquées à utiliser, personne ne va venir chez eux. Et eux, ils l'ont bien compris dès le départ. Eux, ils ont dit, nous, on va prendre des marchés super compliqués, où déjà de base, même sans parler d'API, c'est l'enfer, faire du paiement depuis une application mobile ou faire envoyer des SMS. À l'époque où ils ont été créés, Twilio, c'était très compliqué. Et ils ont mis ça sous forme d'API ultra simple à utiliser. Banco, il y a plein de gens qui ont voulu utiliser leurs API parce que, ça résolvait un problème, et deux, c'était facile à utiliser. Si vous mettez une API qui aura beau résoudre le meilleur problème intéressant, mais que, à l'utilisation, c'est une plaie,
les gens, ils iront voir ailleurs. Mhm. Donc le design de l'API, c'est hyper important pour ça, parce qu'à la fin, soit les gens vont perdre du temps pour essayer de l'utiliser quand ils sont obligés de l'utiliser, et s'ils ont le choix de l'utiliser, ils l'utiliseront pas. En lisant ton livre aussi, j'avais l'impression que c'était quand même, il y a beaucoup de conseils où il y a beaucoup de bon sens derrière. C'est-à-dire, tu as pris des exemples justement pour bien faire ressortir ça. Un réveil matin, une machine à laver, quand l'interface est compliquée, quand l'interface est ingérable. Et on se dit, parce que justement tu fais l'analogie avec un objet du quotidien, on se dit, mais personne ferait ça. Et oui, et pourtant si. Et pourtant si, c'est terrible. C'est vrai que j'avoue que j'ai eu une discussion assez houleuse avec un des propriétaires de Manning sur le bouquin, parce que justement il y avait l'exemple du four à micro-ondes et on ne s'est pas trop compris ou je sais pas quoi. Et il avait l'impression que le bouquin allait être fait de platitudes. C'est peut-être des platitudes, mais au final, quand je vois très souvent, j'ouvre le capot parce que là je travaille dans une entreprise où je travaille avec plein d'équipes différentes pour les aider à concevoir des API. Quand on regarde ce qui se fait en matière d'API, eh ben à 80-90% du temps, alors c'est des connecteurs techniques qui font le job, mais ils sont ardus. J'ai vu des API par exemple où les données qui étaient renvoyées, les noms des données, c'était value 1 à value 57. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai fait interro écrite. C'est quoi value 32? On sait pas. Bah ouais, on sait pas, ouais, parce que value 32, c'est pas clair. Et c'est possible d'avoir des API comme ça. On peut avoir des API avec des noms de champs très compliqués, des opérations très compliquées, et au final, tout ce que je dis dans le bouquin, on dit, prenez ça, mettez-le sur un objet de tous les jours, avec notamment, je sais plus quel mec en exemple, il y a le fameux four à micro-ondes, là, le Kitchen Radar 3000, avec son bouton pour allumer un magnétron. Plaquez ça, ce concept-là, sur une interface de tous les jours, qu'est-ce que vous en pensez? C'est débile. Ouais, alors pourquoi on le fait quand on fait de l'informatique? Et ça, c'est vraiment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, le gap à sauter, de se dire, on n'est plus là juste pour faire une interface informatique qui reste dans le fond de la cale. Maintenant, cette interface, elle remonte dans les couches et elle devient accessible par de plus en plus de gens. Et donc, il faut, comme on fait attention au design de son application mobile, de son site web, il faut faire aussi attention au design de son interface de programmation. Ouais. Concernant le four micro-ondes, je me suis quand même dit que j'aurais préféré avoir un four micro-ondes que tu aurais designé. Bon, les fours micro-ondes sont d'une complexité en Oui. général. C'est incroyable. Quand on veut designer une API correcte, et qu'on essaye de bien faire, parce que j'imagine que de toute façon, on rencontrera des problèmes, on fera des erreurs, parce qu'on est humain, et puis qu'on apprend comme ça. Mais quels sont les points d'attention qu'on devrait avoir pour créer une API qui, normalement, devrait être fonctionnelle? Alors, le premier point, c'est d'oublier l'informatique. Donc c'est vrai que quand je travaille avec des gens qui font du design d'API, très souvent au début c'est non mais le design de l'API sera fait par les développeurs. Donc les gens qui vont se poser la question de est-ce que je vais faire un post slash ceci ou un get slash cela. Ça faut l'oublier, ça faut le garder pour la fin. Pour revenir à ok mais cette API on la crée bien pour répondre à un besoin. C'est quoi le besoin? À qui on s'adresse? Quels sont les gens qui vont, les gens qui vont utiliser les applications, qui vont consommer nos API? Et se poser la question de, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, si je dis, je veux faire une API pour gérer un catalogue de produits, ok, j'ai l'administrateur du catalogue, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer le catalogue. Ok, d'accord, mais ça veut dire quoi gérer le catalogue? Il va ajouter un produit, le modifier, supprimer. Après, si je veux faire une API bancaire, je veux faire des virements. Ok, comment je fais pour faire un virement? J'envoie une demande de virement. Oui, mais d'accord, mais je fais comment? Ah oui, alors il faut sélectionner le compte source, sélectionner le compte cible, le montant, voilà. Et en fait, en décomposant ces besoins comme ça, en langage naturel, déjà, ça permet d'inclure tout le monde dans la discussion, des IT et des non-IT, et donc surtout des gens du métier, parce que l'API doit répondre à un besoin de métier. On met tout le monde autour de la table, on discute de tout ça, et à la fin, on va se retrouver avec une liste parfois redondante, parce qu'en recoupant les différents profils qu'on va adresser, il y a des fonctionnalités qu'on va voir un petit peu plusieurs fois, et donc on va avoir une liste de fonctionnalités. Et une fois qu'on a cette liste de fonctionnalités, là on va pouvoir basculer dans le monde API, et surtout dans le monde des API REST et des API web, où là on a un paradigme, on n'a pas comme sur une API genre l'API string, où je vais avoir length, start with ou que sais-je encore.
Là, il faut passer par je vais manipuler des concepts métiers, on appelle des ressources, avec des méthodes standardisées. Tout ce qui va être get, put, post, delete. Et donc, pour arriver à modéliser une API comme ça, il faut bien partir de ces fonctionnalités métiers. On va en extraire les concepts métiers qu'on va généralement pouvoir identifier parce qu'on les retrouve assez aisément. Sur ces concepts métiers, on regarde quelles sont les actions qu'on applique toujours en langage naturel. Et c'est une fois qu'on a ça, là, on va pouvoir se dire, alors ce concept métier de produit, est-ce que c'est slash 122, est-ce que c'est slash produit slash 122, est-ce que c'est slash produit underscore 122, peu importe. Mais au moins déjà à la base, on a tout l'aspect fonctionnel qui est déjà clairement établi. Donc on a le bon besoin, on l'a bien découpé, tout le monde s'est mis d'accord généralement sur le vocabulaire à utiliser. Et après, on va pouvoir rentrer dans le détail, des slash ceci, des slash là, des modélisations de données et tout. Mais c'est vraiment hyper important de revenir aux besoins et d'être capable d'en parler en langage naturel, avec tout le monde. Pour autant, est-ce que c'est simple d'arriver à identifier un besoin? J'ai eu l'impression en te lisant qu'il y a des fois justement, tout n'est pas clair. On s'imagine par exemple que, je sais pas, aller chercher dans un catalogue et puis choisir le produit du catalogue et le mettre dans son panier. Ça paraît simple comme ça si je le dis en langage naturel. Pourtant, sous cette simplicité, il va se cacher une vraie complexité. Comment j'arrive à décomposer un peu mes étapes pour arriver à me représenter toutes les actions que ça va représenter? Alors quand on fait cet exercice de découpage et d'analyse du besoin, donc ce qui est sûr, c'est que c'est comme pour toute création de produit et toute création d'un site web, d'une application mobile. Qu'on fasse une API, un site web, une application mobile, on va se reposer de toute façon les mêmes questions. Derrière, pour s'assurer qu'on part dans les bonnes directions en matière d'API, à la fin, surtout en matière d'API REST, les typologies d'actions qu'on va pouvoir réaliser au travers de l'API sont peu ou prou toujours les mêmes. Ça va être, je vais chercher dans des bidules, donc je vais faire une recherche dans une liste. Après, je vais ajouter des bidules dans ma liste. Je vais accéder à un bidule peut-être avec des informations détaillées. Je vais vouloir le modifier, je vais vouloir le supprimer. Quand on a ça à l'esprit, on est déjà câblé un petit peu du coup quand on fait l'analyse du besoin pour partir dans cette direction-là. Après, ce qui est sûr, c'est que malgré toute la volonté du monde, des fois, on va avoir des trous dans la raquette. Et ça, c'est en itérant sur le design et en passant d'abord, donc je fais une première passe sur mon besoin, je le décompose, je vois un petit peu comment ça se passe. Je rentre dans le détail de, je vais designer effectivement mon API REST avec du get machin, des données et tout ça. Je vais me reposer les questions de, tiens, mais là, pour ajouter un produit dans le catalogue, je demande une référence fournisseur. Elle vient d'où cette référence fournisseur? C'est l'utilisateur final qui la connaît? Ah bah non, il faut qu'il prenne une de nos références fournisseurs qu'on connaît. Et d'accord, mais on a prévu ça dans notre liste de fonctionnalités de pouvoir donner la liste des fournisseurs. Ah bah non, tiens, on n'a pas prévu. Ah bah tiens, il nous manque une opération, il nous manque une fonctionnalité, et donc on la rajoute. Et donc c'est vraiment en itérant comme ça qu'on va pouvoir réussir. Et puis après, ce qui sera aussi un petit peu les juges de paix, c'est toujours aussi de demander à un œil externe, quelqu'un de l'extérieur, et on est en train de bosser sur une API là, vous en pensez quoi? Donc ça c'est le boulot moi que je fais tous les jours de faire des reviews de design d'API. Je me pose en œil externe, je connais pas forcément le métier de tout le monde, et donc je vais poser des questions bêtes de dire mais là je comprends pas, vous appelez ça comme ça, et puis là les opérations elles s'enchaînent comment? Et c'est ça qui va permettre d'avancer. Un truc qui est aussi intéressant, c'est d'aller voir des potentiels utilisateurs de cette API, comme on le ferait pour n'importe quel produit finalement, d'aller leur demander voilà on va vous proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez, pour avoir du feedback. Et un truc qui est super important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est on est humain, on fera des boulettes. Faut pas se dire qu'on fera l'API super parfaite du premier coup et machin. Donc faut apprendre à vivre avec le fait que quand on design des API, la première version sera peut-être pas la meilleure de la Terre, mais au moins elle sera là et répondra à un besoin et on pourra l'améliorer au fur et à mesure. Mais il faut vraiment apprendre, et ça c'est difficile. Ça a été difficile pour moi parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Il faut toujours que tout soit super parfait, carré, machin, et d'apprendre à se dire que faut apprendre à vivre avec tes erreurs. Là, c'est pas forcément facile. Mais au moins, quand on le sait dès le départ, déjà, ça met un peu de baume au cœur et de se dire, ouais, on a fait une erreur, mais on fera mieux la fois d'après. Quand on fait une API, est-ce que on se dit qu'on l'a fait donc pour des humains
qui derrière, de toute façon, soit construisent une API pour l'utiliser, soit vont peut-être construire une interface pour y accéder. Ou alors, est-ce qu'on se dit que l'API, ça doit être un langage machine to machine? Et dans ce cas-là, savoir qu'en face de nous, on a plutôt une machine qu'un humain. Donc l'optimiser dans certaines mesures pour que la communication entre les machines soit plus opérationnelle que la compréhension de l'humain. C'est une balance à trouver. Effectivement, parce que oui, d'un côté, l'API doit répondre à un besoin, doit être compréhensible par les gens, les personnes qui vont coder les applications, qui vont utiliser ces API, quelle que soit la vocation de ces applications consommatrices. Et puis derrière, il y a un sujet d'optimisation de la communication, parce que parfois, si on fait une API à destination d'une application mobile, on va peut-être se poser des questions de latence réseau, de environnement réseau hostile, de volume de données et tout ça. Là où on se posera peut-être moins la question quand on est dans du pur serveur to serveur sur un réseau local. Et dans le bouquin, c'est ce que j'appelle le design contextuel, c'est-à-dire qu'il faut toujours, et finalement c'est mon boulot d'architecte, c'est la fameuse réponse à toute question, ça dépend. Il n'y a jamais de silver bullet, il n'y a jamais de la bonne réponse absolue à toutes les questions, c'est celle-là. Et en matière de design, c'est encore vrai. Il n'y a jamais de réponse dans l'absolu. Il faut toujours se dire, en général, dans ce genre de use case, je vais plutôt utiliser tel type de design. Cependant, dites-moi plus sur c'est quoi les consommateurs, comment ils vont accéder à l'API, est-ce qu'ils ont besoin d'accéder à de la donnée unitaire, de la donnée en masse, c'est quoi, on parle de centaines de kilooctets de données, de pétaoctets, parce que en fonction de ça, il faudra adapter le design de l'API, peut-être se rendre compte que une API REST n'est absolument pas la bonne réponse à votre besoin. C'est autre chose. Vous faire, je sais pas, du Kafka, de la synchroniste, du gRPC en binaire, que sais-je encore. Et donc, c'est hyper important de bien reposer. Oui, voilà, on connaît le besoin, mais le contexte dans lequel on répond aux besoins pour, au final, pondre une API qui va certes répondre aux besoins métiers, mais le faire techniquement de la manière la plus optimisée possible. Quand tu parles d'une API qui est compréhensible, est-ce que tu parles d'une sémantique qui est connue par tout le monde? Typiquement, on parle des verbes web dans le cas d'une REST API. Ou est-ce que c'est une documentation qu'on doit fournir pour l'API? C'est les deux et plus. L'intérêt de faire des API REST et d'utiliser la sémantique du protocole HTTP, c'est que c'est universel. Et c'est d'ailleurs ce que Roy Fielding appelle dans sa thèse, où il décrit le protocole HTTP 1.1 et qui a donné les bases des API REST telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une interface, j'ai oublié le mot, ça y est, il est parti, mais c'est une interface universelle qui est comprise, qui est standardisée, qui est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si j'utilise l'API de Stripe, l'API de Twilio, l'API de Cdiscount ou que sais-je encore, si je vois un post slash machin et un put slash bidule, je sais à peu près à quel type d'opération je vais avoir à faire. D'un côté, ça va généralement être plutôt une création. De l'autre, ça va plutôt être un remplacement. Et donc déjà, ça me permet de comprendre, d'avoir un premier niveau de compréhension dans l'API. Ensuite, il y a un aspect sur les API REST. Il y a différentes façons de les envisager. On a des variations dans les designs, mais on a quand même des grandes paroisses, des façons de faire. Et quand on en choisit une, c'est bien de s'y tenir, de dire, moi, pour représenter une liste, je vais faire un slash machin avec un nom au pluriel. Donc d'utiliser ces règles-là, ça permet déjà de donner un certain sens facilement. Au même titre que là, je regarde sur mon écran, quand je veux fermer une fenêtre, je suis sur Mac, il y a un petit rond rouge avec une croix. Mais si je veux supprimer quelque chose dans un outil, souvent je vais avoir un truc avec une croix. On a des similitudes comme ça quand on passe d'un monde à l'autre. Et c'est pareil avec les API. Et le dernier rideau qui va permettre aux gens de comprendre, là, c'est la pure sémantique, liée au domaine métier qu'on est en train de manipuler. Et là, si on a de la chance, il va exister des standards. Je prends dans le monde bancaire, alors c'est un standard qui pique les yeux, mais il a au moins le mérite d'exister, qui s'appelle ISO 20022. En matière de design, c'est une catastrophe, mais c'est un standard. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel logiciel bancaire du marché et causera l'ISO 20022 nativement. Dans d'autres métiers, il n'y a pas de standard, donc il faudra se faire son propre choix. Par exemple, Stripe, ils sont dans le milieu bancaire, mais ils ont fait le choix de définir leur propre format d'API parce que ils pensaient et ils ont eu raison d'ailleurs, que c'était plus simple.
Et donc c'est à chaque fournisseur d'API de trouver le bon chemin pour que sémantiquement, si je crée mes propres structures de données, mes propres manières de représenter les choses, parce que je considérais que c'était la meilleure voie, c'est de le faire de la manière la plus compréhensible par tout le monde. Donc déjà, sachez que si vous êtes français et que vous faites des API, je vous enjoins très fortement à les designer en anglais et pas en français, parce que sinon vous allez vous fermer un peu le marché. Alors à moins que vous soyez une organisation gouvernementale française, auquel cas là les API sont en français. Mais si vous êtes une organisation commerciale, franchement, partez sur l'anglais direct. Et puis, au-delà de, oui, est-ce que je vais appeler un chat ou un félin? Ça, c'est votre propre choix. C'est en justement se confrontant à des feedbacks de tiers que vous allez voir quel est le bon vocabulaire à utiliser. Et même quand on part dans cette direction-là, on peut quand même s'appuyer parfois sur des standards. Dit, OK, moi, je veux faire une API dans le monde bancaire, mais avec ma propre sémantique parce que j'ai pensé que c'était une bonne raison. Ça n'empêche pas d'utiliser des standards, par exemple, pour dire, tiens, je vais représenter une monnaie. Il y a un code ISO 42, alors je sais plus si c'est 4217, je me souviens jamais, mais là, il y a plein de codes ISO, plein de codes standards qui existent pour représenter des choses, et ce qui va rendre l'API interopérable et compréhensible par le commun des mortels, parce que un code ISO pour représenter une monnaie, c'est hyper standard. Un code ISO pour représenter une langue également. Et alors, il n'y a pas que des codes ISO, il y a d'autres standards qui existent, mais il faut toujours essayer d'aller par là. Donc en mettant toutes les couches, protocole, pratiques communes, utilisation de standards et bon choix de sémantique, avec toutes les couches, on arrive à faire un bon design. Et en dernier rideau, tu as parlé de documentation. Ça va être la petite goutte en plus qui va permettre de comprendre comment utiliser l'API. Donc normalement, avec un très bon design, les gens devraient réussir à s'en sortir et à comprendre à peu près à quoi sert chaque opération, à quoi sert chaque donnée. Parfois, il faut rajouter un petit peu de documentation pour décrire telle ou telle donnée. La documentation, elle sera hyper importante pour dire, voilà, voyez mon API, passez une liste d'ingrédients de cuisine. J'ai tout un tas de fonctionnalités à vous mettre à disposition. Moi, dans ma documentation, je vais pas juste vous lister les ingrédients, je vais aussi vous filer des exemples de recettes qui vont permettre de dire, tiens, vous voulez faire ça, vous appelez telle opération, puis telle opération, puis telle opération, vous les enchaînez de telle manière en échangeant telle donnée entre les étapes, et vous allez pouvoir faire ça. Et donc avec ça, avec tout ça, les gens normalement, en un quart de millième de seconde, ils sont capables de faire tout ce qu'ils voulaient faire avec votre API. Puisqu'on parle de documentation, alors quand on parle de documentation d'une API, est-ce que tu es en train de parler de OpenAPI ou est-ce qu'il s'agit d'une documentation d'une API qu'on écrirait, qu'on générerait, peu importe, mais écrite à la main pour des personnes humaines? Ouais. Alors, dans la documentation des API, il y a vraiment différents niveaux. La première documentation, que je vais appeler la documentation de référence, s'appuie très souvent sur le format qui s'appelle OpenAPI Specification, que beaucoup connaissent sous le nom de Swagger, c'est comme ça qu'il s'appelait avant. Et ça, ce format, c'est un format qui est prévu pour pouvoir décrire une API. Ça peut servir pour générer de la doc, mais ça peut servir pour générer du code, ça peut servir pour configurer une API gateway, ça peut servir pour être contrôlé automatiquement, pour s'assurer que le design est conforme à nos guidelines de design. Ça peut servir pour mille et une façons parce que c'est un descripteur interprétable par une machine. Accessoirement, ce descripteur peut contenir des éléments documentaires, puisque de facto on dit dans cette API, il y a un get/tt, il y a un post/toto qui attend d'entrer un modèle de données bidule qui contient un champ A, B, C, D, qui a telle ou telle caractéristique. Et déjà ça, mine de rien, c'est une super base pour de la doc. Et notamment pour des API à vocation privée, où on n'a pas toujours le temps de faire la documentation super shadée de la mort. Déjà avoir un bon contrat d'interface décrit de manière exhaustive en OpenAPI, c'est un bon début. On peut, à peu de frais, en utilisant le format dans ses derniers retranchements, arriver à générer une doc qui est vraiment de qualité tout à fait correcte, notamment en utilisant une solution type, il y a un renderer de OpenAPI qui s'appelle Redoc, qui peut tirer parti notamment du champ description pour ajouter tout un tas d'informations sur comment utiliser l'API et tout ça. C'est vraiment assez pratique. Regardez la doc de l'outil. Et après, quand on fait une API à vocation commerciale, faut pas s'arrêter là. Il faut souvent aller plus loin parce que la documentation de référence qui décrit un petit peu les ingrédients de la recette, c'est pas mal. Mais derrière, il faut que je puisse, quand je veux tester l'API, il faut que je puisse avoir un access déjà, il faut que je puisse m'enregistrer facilement. Il faut que je puisse avoir un access token pour pouvoir appeler l'API, peut-être en mode sandbox ou la vraie API, rapidement. Et si je peux le faire directement dans la doc, c'est top.
Si je peux avoir toutes les recettes clés en main, c'est pas mal aussi. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler pour le mettre en place, le mettre à disposition. Il y a des fois, il y a des gens qui vont encore plus loin que ça. Vous prenez c'est Twilio. Twilio, ils ont carrément fait un jeu vidéo pour que les gens puissent comprendre, apprendre à utiliser leur API. Alors ça, évidemment, pour une API privée, vous pouvez pas aller jusque-là, vous n'avez pas les moyens. Donc déjà, utilisez OpenAPI bien à fond, et vous pourrez déjà faire des docs dignes de ce nom. Et puis pour les API publiques, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au jeu vidéo, mais déjà avoir une documentation de référence bien complète, exhaustive, la documentation autour qui va expliquer tous les petits à côté de comment vous gérez la sécurité, comment vous allez vous authentifier, tout ça, et les recettes de cuisine, et avec ça, vous serez bon. Alors moi qui suis un utilisateur un peu joueur, on va dire, j'aime. Alors la documentation, je vais la voir. Des fois, j'ai des exemples de code qui sont pas dans le langage que je veux utiliser et que je dois interpréter. Et je vais expérimenter pas mal auprès de l'API. Mmh. Et un truc qui va beaucoup me servir, par exemple, ça va être les codes retour que j'ai. Donc, est-ce que les codes d'erreur ou les messages d'erreur, en tout cas, que je reçois de l'API, font partie de la documentation? Ouais, effectivement. L'API elle-même, dans son entier, fait typiquement partie de la doc, et son contrat d'interface, la façon dont elle se comporte, les informations qu'on renvoie, vont permettre aux utilisateurs de découvrir magiquement comment elle marche. L'autre jour, il a fallu que je passe mon workflow de publication de TravisCI.org à autre chose, parce que TravisCI.org a été arrêté. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser GitHub Actions, et puis je vais en profiter pour régler un bon vieux problème que j'avais à chaque fois que je publiais, il fallait que je vide manuellement mon cache Cloudflare, qui est un CDN. Je dis, tiens, ça, je dois pouvoir l'automatiser. Ils ont certainement une API. Je suis allé voir la doc, j'ai regardé vite fait comment il fallait obtenir un access token, puis après, j'ai fait mus, quoi. Et donc, je me suis aperçu dans mon workflow, il fallait que j'enchaîne des appels. Et cet enchaînement d'appels, en fait, j'ai pu le deviner grâce au design de l'API, parce qu'ils utilisent un design standard. Et comme toi, tu peux, tu vas tester, tiens, je vois un endpoint machin pour faire, là en l'occurrence c'était tester le vidage de cache. Je fais un premier appel, je mets pas de paramètres, puis là on me dit tiens, mais pour pouvoir faire cette action-là, il faut au moins fournir cette information-là. Donc pareil, rebelote, je recommence en fournissant l'information, puis là ça passe. Ce qui est hyper important en matière de design d'erreur et d'implémentation de cas d'erreur, c'est de toujours se poser la question, quelles sont les informations qu'on va pouvoir donner au consommateur, humain ou machine, pour qu'il puisse corriger le problème de lui-même. Plutôt que de dire, il y a eu une erreur, et puis débrouille-toi avec ça. Tandis que si on dit, il y a une erreur, c'est de ta faute, toi consommateur, donc là on va choisir la bonne classe de statut HTTP, petit 400 et des brouettes, et qu'on dit, dans le corps de la réponse, c'est la donnée machin qui est obligatoire qui manque, derrière les gens sont en capacité de corriger automatiquement en tout cas, de corriger d'eux-mêmes derrière. Et si les informations sont fournies de manière à être interprétable par une machine, c'est ce qui permettra à une application front de magiquement, sans avoir à trop réfléchir, mettre en rouge le champ qui n'était pas renseigné, par exemple. Après, il y a le revers de la médaille, parce qu'une documentation, c'est super utile, mais une documentation qui est pas mise à jour ou pas suffisamment complète, des fois, ça va plus rebuter un utilisateur qui veut utiliser une API et qui va pas réussir à faire ce qu'il veut faire. Mmh. Comment on s'assure qu'on a une documentation qui va correspondre à notre version de notre API? Alors ça, c'est un chantier qui est sans fin et toujours super difficile, et qui peut être résolu en partie par une vraie approche pure design first, c'est-à-dire qu'on design son API avant d'écrire quoi que ce soit, qu'on s'appuie énormément sur le format OpenAPI, puisque ok, j'ai mon API, elle sort en version 1. Je vais rajouter une opération dedans. Si je suis en design first, je vais reprendre mon contrat d'interface. Déjà, avant de prendre mon contrat d'interface, je vais me poser la question fonctionnelle, qu'est-ce que je fais comme opération, pourquoi, machin bidule. Je vais rajouter ces nouvelles opérations dans mon contrat d'interface, en les décrivant au maximum. Si mon portail documentaire s'appuie sur ce contrat d'interface, magiquement il est à jour, au moins pour la partie documentation de référence. Par contre, si j'ai rajouté un nouveau use case, impliquant une nouvelle recette, là malheureusement, il n'y a pas de solution magique, à part d'avoir des gens dont c'est le boulot de s'assurer que la documentation est à jour. Et ça, c'est un point super important.
maintenir de la documentation d'API sur le long terme pour un produit API public, bah ça nécessite, ça peut pas se faire automatiquement. C'est pas un truc dont on va pouvoir se débarrasser en se disant ouais c'est bon, ça va se maintenir tout seul. Il y a pas de secret, ça c'est un vrai boulot qui doit être fait par des gens dans l'équipe produit API. Pour des API privés, là où on se contente de la documentation de référence, un bon fichier OpenAPI mis à jour au moment du design, pouf, magiquement la doc elle est à jour. Parce qu'on va rajouter les nouveaux champs, on va rajouter les nouvelles opérations possibles. C'est clair qu'après, l'aspect recette de cuisine nécessitera toujours un petit peu de boulot. Mais déjà, avoir la documentation de référence à jour, c'est déjà un grand pas. Alors quand on a une documentation de référence via OpenAPI, et aujourd'hui dans les IDE, on trouve pas mal d'aide pour écrire cette documentation, est-ce qu'on a aussi des outils pour s'assurer que la documentation qu'on a faite est conforme à l'API qu'on est en train d'écrire? Alors ça, oui, c'est le grand. Déjà, ça tire le grand débat de est-ce que je fais du design first ou du code first. Moi, je travaille avec des équipes qui font les deux. Alors bien évidemment, j'ai ma préférence personnelle. Je prêche pour ma paroisse. Et donc l'intérêt pour s'assurer de la synchro entre les deux. Donc là, il y a des outils qui vont permettre de générer une partie de tests automatiques. Mais après, c'est comme tout. Les tests automatiques, on pourra pas tout automatiser magiquement. Donc pour ça, il y a une part. Donc à partir du contrat d'interface, on peut générer des squelettes de tests pour s'assurer que toutes les méthodes sont effectivement bien implémentées comme il faut, sont bien toutes implémentées, qu'il n'y en a pas trop en trop. Ça c'est un grand classique que j'ai vu. Les gens qui rajoutent en douce des opérations dans l'API. Ça, si on est dans une stratégie code first, ça on le verra pas, puisqu'on n'a pas de source de vérité qui nous dit voilà l'API à quoi elle doit ressembler, puisque le code c'est le code qui génère la description de l'API. C'est pour ça que je suis pas trop fan de cette stratégie-là. L'intérêt aussi d'avoir le contrat, donc je générer des tests pour le build. On peut également faire des contrôles run. Il y a des boîtes, notamment une boîte qui s'est montée il y a pas longtemps qui s'appelle Akita Software. Enfin un truc pas mal où en gros ils peuvent scanner le trafic réseau qui arrive sur l'API et de voir c'est quoi les questions, c'est quoi les réponses, de régénérer un contrat à partir de là, voire de faire des contrôles pour s'assurer finalement ce qui se passe dans la vraie vie au niveau de l'implémentation, ce qui tourne réellement, est-ce que c'est raccord avec ce qu'on avait prévu au départ? Parce qu'il y a vraiment l'aspect de oui, j'ai fait quelques tests qui m'assurent que dans les grandes lignes, le contrat d'interface est respecté, mais peut-être qu'en conditions réelles, je vais arriver sur des edge cases où tiens là, on a un statut HTTP, il sort, on sait pas d'où, c'est pas prévu. Ou là, il y a un cas d'erreur, c'est bien une 400 qui est renvoyée, mais la structure d'erreur qui est renvoyée, dedans, il y a des informations qui n'étaient pas prévues et qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant, et qu'il faut pas remonter d'ailleurs. Donc c'est que ce contrôle en continu à l'exécution peut être intéressant. Alors est-ce qu'on peut le maintenir tout le temps en production? Pas forcément, mais au moins pendant des phases de test assez poussées, ça peut être pas mal d'avoir ces contrôles sur de l'activité réelle, du flux réel. J'étais en train de me poser cette question, c'est que si je fais une erreur de design, mettons que, tu l'as dit, on a l'habitude de voir une petite croix pour fermer une fenêtre, par exemple. Mettons que j'ai une idée folle et que je veuille mettre un 8 renversé parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Est-ce que avec l'utilisation et comment je vais recueillir le feedback de mes utilisateurs si je les ai pas en face de moi parce que c'est notre API, est-ce que sur des erreurs de design, je vais pouvoir me rendre compte que mon API est mal utilisé ou fonctionne pas correctement juste avec du logging, du monitoring, de l'observabilité sur cette API? Donc ça, donc en observant le trafic qui passe, notamment les erreurs, on va pouvoir voir s'il y a des erreurs qui reviennent tout le temps. Si systématiquement on s'aperçoit que les gens ils font, alors d'abord je fais un premier appel et bim je renvoie une erreur 12422, pour éviter ce genre de code, mais une erreur d'un type bien précis avec des informations bien précises et qu'elle arrive tout le temps, c'est alors soit qu'il y a un problème dans le design d'API, soit il y a un problème aussi dans l'application front qui fait l'appel. Et donc c'est en scannant ces répétitions d'erreurs qu'on va pouvoir se rendre compte que peut-être qu'il y a un problème dans notre design d'API. Peut-être que je sais pas, un truc bête, des fois il y a un nom de champ, on a fait une faute de frappe dedans. Et que du coup, nous on pensait que c'était bon parce que tous les tests automatisés étaient bons, ouais, mais sauf que les tests ils étaient basés sur le contrat dans lequel il y avait la faute de frappe. Et que du coup, les gens quand ils tapent, ils cherchent name, ils cherchent pas Naem parce qu'on a inversé le A, le E et le M.
Et que peut-être que dans le message d'erreur, on dit voilà, pour filtrer, utilisez plutôt ces champs-là, quoi. Et du coup, les gens vont le voir. Bon, je vois aussi un peu le trait, mais c'est voilà, vraiment en observant les erreurs que potentiellement pour avoir un certain nombre de choses. Mais après, c'est pas la panacée non plus. Ça va pas vous dire si les gens ont mis 3 jours pour essayer de comprendre votre design parce que justement vous avez mis un espèce de 8 allongé au lieu de mettre la petite croix. Ça, il faut toujours prévoir quand vous mettez à disposition vos API que les gens puissent mettre du feedback. Alors ça c'est du classique sur dès que vous faites une application, un site web, donc vous allez voir votre portail développeur, c'est partout d'avoir le petit bouton je suis content ou pas du contenu, voilà. Et puis c'est après d'aller activement, là après on quitte un peu mon domaine d'expertise, mais d'aller activement demander aux utilisateurs ce qu'ils pensent de l'API, parce que parfois les gens vont l'utiliser en faisant fi des problèmes qu'ils rencontrent, parce qu'une fois qu'ils sont passés outre, c'est bon, ça marche maintenant, je m'en fiche quoi. Tu as évoqué 2-3 fois la sécurité. Je vais te dire que très naïvement, je pensais que les problèmes de sécurité au niveau de l'API pouvaient être gérés par une API Gateway. Est-ce que je pourrais partir en me disant, je mets de côté les aspects de sécurité parce que mon API Gateway va les gérer pour moi? Ou alors, est-ce que je suis obligé de réfléchir quand même à certains aspects de la sécurité quand je design une API? Je vais te donner un exemple qui sort tous les 3 mois. Le dernier que j'ai en date, c'était une application qui proposait un service pour enregistrer des conversations téléphoniques. Derrière cette application, il y avait une API. Et pour récupérer la liste des conversations d'un utilisateur, il suffisait de faire un appel, get, slash, je sais plus quoi, slash un numéro de téléphone. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le grand classique, le hacker du dimanche, il prend son téléphone mobile, son application mobile, derrière il colle un petit proxy pour regarder le trafic qui passe. Alors, en fonction de si on est sur iOS ou Android, c'est plus ou moins compliqué, mais à la fin on y arrive toujours. Et donc on regarde le trafic qui passe, puis on voit tiens là, mais c'est mon numéro de téléphone qui passe. Qu'est-ce qui se passe si je mets un autre numéro de téléphone qui n'est pas le mien et qui éventuellement pourrait peut-être correspondre à un utilisateur du service? Avec un peu de brute force, il y a de grandes chances qu'on tombe sur un numéro de téléphone qui est utilisé par quelqu'un sur ce service-là. Qu'est-ce qu'il est censé se passer? En théorie, si je demande, imaginons qu'on soit tous les deux utilisateurs du service, et que je mets ton numéro de téléphone, mais que j'utilise mon compte utilisateur, on devrait me dire, non, désolé, il n'y a pas de conversation pour ce numéro-là parce que de ton point de vue, Arnaud Loré n'existe pas. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là, c'est que si moi, Arnaud, je demande les conversations de Stéphane, j'y avais accès. Et ça, une API Gateway, elle va pas le gérer. Tout ce que va gérer l'API Gateway, c'est de s'assurer que l'application mobile Tartemuche a effectivement le droit d'utiliser cette API, que pour obtenir un jeton d'accès pour appeler cette API, il a fallu authentifier d'une manière ou d'une autre l'utilisateur final Arnaud Loré en utilisant je ne sais pas quel moyen. Et ça s'arrête là. Le reste, ce qui se passe derrière la gateway, c'est l'implémentation qui va gérer. C'est l'implémentation qui va savoir si Arnaud Loré est en train de demander d'accéder à des données qui sont pas de son périmètre. Donc on doit lui dire que ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important en matière de sécurité. Coller une gateway, ça va pas résoudre tous les problèmes. L'implémentation, c'est elle qui va faire une grosse partie du boulot. Et la sécurité des API donc passe par des gateways qui vont quand même simplifier la vie, surtout quand on ne sait pas ce que c'est, par exemple que le Hop 2 ou le 2.1 et tous ces trucs-là. Avoir un composant qui le gère clé en main, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de sauter une grosse épine du pied. Au niveau de l'implème, faire tous les contrôles de base habituels. Mais avant tout ça, la sécurité se gère aussi au moment du design. C'est au moment du design qu'on va se poser la question de est-ce que dans mon API, j'ai vraiment besoin de mettre cette fonctionnalité hyper, super, méga dangereuse dont finalement, vu de l'extérieur, j'ai pas envie de la fournir. Non, je vais peut-être pas la mettre. Est-ce que je vais récolter ou renvoyer ces données ultra sensibles? Là, en l'occurrence, dans le design de l'API dont je parlais tout à l'heure, faire transiter des numéros de téléphone qui sont une donnée considérée comme sensible dans beaucoup de systèmes, dans le pass des appels, qui va être tracé sur tous les équipements de la Terre entre l'appelant et le back-end, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, il vaut peut-être mieux le mettre ailleurs ou utiliser autre chose. Est-ce que je vais remonter la date de naissance des utilisateurs dans les données?
C'est une donnée sensible, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc dès le design, la sécurité intervient. Et à la fin, l'implémentation, c'est le juge de paix. Et au niveau de la sécurité, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent fuiter au niveau des codes retour. Tu as un exemple de ça? Alors oui, alors c'est pas spécifiquement au niveau du code retour, mais le grand classique, c'est je fais un appel à une API et pour une raison X ou Y, ça plante. Bug d'implémentation, problématique d'infrastructure, ce genre de choses. Et le grand classique dans ces cas, c'est de dire ah bah tiens, je fais du Java, bah dans le body de l'erreur, je vais renvoyer la stack trace. Ou j'utilise une base, je sais pas, MySQL ou Oracle et je vais renvoyer le code erreur Aura 12422. Ça c'est c'est le b.a.-ba de la sécurité web, que ce soit dans un site web ou dans une API. Quand ça plante méchamment, on dit juste on est désolé mon bon monsieur, ma bonne dame, ça a planté. Merci de réessayer ultérieurement, sans plus de précision. Parce que si on fournit des informations sur la stack utilisée, c'est du Java, du .NET, du je sais pas quoi en version bidule, sur la base de données, peut-être des noms de serveurs qui pourraient fuiter, c'est des éléments dont pourraient se servir des hackers pour faire je sais pas quoi, parce qu'ils savent, ah tiens, alors là, ils utilisent telle version de la base MySQL sur un serveur Linux machin bidule, donc je sais que si j'envoie tel type de données binaires dans un champ machin, je vais réussir à faire planter le truc. Ou à exploiter des données, ou que sais-je encore. Évidemment, dans l'implémentation, on est censé gérer tout ce genre de cas, tous ces trucs-là pour que ce soit fait proprement. Mais c'est hyper important de ne jamais remonter plus d'informations que nécessaire pour le consommateur. Surtout que si le consommateur en question est une autre API, ce ne sera pas un retour qui va lui parler beaucoup. En plus. Il y a un point qui revient souvent quand je pense aux API, c'est un peu la gestion du cycle de vie, parce que ça me paraît toujours compliqué. Très compliqué, les passages de différentes versions, comment traiter justement les consommateurs d'une version, leur montée de version, et ce qu'on peut sortir d'une API, ce qu'on peut rajouter à une API, etc. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qui, dans le design, peut faciliter la gestion de cycle de vie? Donc c'est clair, une API, effectivement, elle a un cycle de vie. C'est-à-dire qu'elle va pas, on va pas la faire à un instant T, puis la laisser de côté pendant 20 ans. Non, non, elle va forcément évoluer, comme tout service. Et donc il faut éviter de faire des modifications qui vont provoquer ce qu'on appelle un breaking change, c'est-à-dire un changement qui va nécessiter que les consommateurs de l'API mettent à jour leur code. Donc ça, on essaie de le repousser le plus loin possible. Donc ce qui peut être fait en préventif pour éviter ça, c'est dès la phase de design, se poser la question, ça va être des trucs des fois très bêtes. Rien que le choix des types de données qu'on va utiliser va nous permettre d'avoir un design extensible. Le truc tarte à la crème, ça va être, j'ai mon catalogue de produits, je vais renvoyer une liste de produits. Donc bourrinement, je renvoie un array de produits. Okay. Le problème de l'array dans ce cas-là, c'est que c'est pas extensible dans le sens où si demain je dis ah mince, je voudrais rajouter je sais pas, à côté de ma liste, la somme de tous les prix de mes produits, ou je voudrais rajouter des informations sur la pagination, ou je sais pas quoi. Vu que j'ai un tableau, je suis coincé. Parce que moi, je renvoie un tableau de produits. Je peux pas rajouter des trucs à côté. Tandis que si je renvoie un objet qui contient un attribut, qui va s'appeler items, c'est le nom consacré généralement, qui va contenir la liste de produits, à côté, je peux mettre d'autres informations, des métadonnées à côté de ma liste. Donc déjà, en matière de retour d'API, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours renvoyer un objet. Jamais une liste, jamais un truc atomique, genre une string. Le truc que je vois souvent, c'est j'ai créé quelque chose, je te renvoie l'ID directement dans le body, quoi. Je te renvoie 12422. Ah ouais, sauf que si demain tu veux renvoyer toutes les données de ton truc que tu as créé, ça va moins bien marcher. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a à l'intérieur des données, les questions à se poser sur le type le plus embêtant à utiliser, c'est les booléens. Du style, je vais gérer des... tiens, je reprends mon catalogue de produits. Les produits, ils sont en stock ou ils sont pas en stock. Ok, donc je me dis, je vais faire un booléen en stock. Je mettrai en anglais, vrai, faux. Ok. Sauf que du coup, il y a que deux possibilités. C'est en stock ou c'est pas en stock. Et si je veux dire, mais il est en réappro. Je fais comment? Je rajoute un booléen en réappro. Ouais, d'accord, mais si j'ai un autre statut à gérer, je rajoute un autre booléen. Et on se retrouve avec 24 booléens, sachant qu'ils sont exclusifs. On se dit, on aurait peut-être pu mettre un statut avec toutes les valeurs possibles. Et comme ça marche mieux.
Après, il faut que ces valeurs, si on dit, voilà, j'ai 27 statuts possibles pour mon produit dans mon catalogue, si les valeurs c'est 1 à 27, ça va pas être hyper utilisable. Tandis que si on renvoie soit une liste de chaînes de caractères interprétables directement par un être humain, du moment qu'une machine n'a pas interprété la valeur et qu'elle a juste montré un être humain, je peux en rajouter autant que je veux, ça marche. Et après, c'est sur le fonctionnel, d'essayer de se poser les questions sur est-ce que le design que je suis en train de produire, il est utilisable dans un large panel de fonctionnalités. L'exemple qui me vient en tête là, c'est un exemple que je cite quand même souvent, c'est je veux faire une souscription de crédit. Parce que je viens du monde bancaire, excusez-moi. On va parler un peu sous. Si on répond stricto sensu à qu'il y ait des charges qui dit alors pour faire la souscription de crédit sur le web, on va d'abord un premier écran où on va demander l'âge de l'utilisateur. Deuxième écran, on va demander son projet. Troisième écran, sa ville de naissance. Quatrième écran, son adresse. Et puis cinquième écran, valide. Donc on fait une API qui permet de répondre à ça. Donc j'ai une opération qui permet de recueillir le nom, l'âge du capitaine et ainsi de suite. Si demain on me dit ah ouais mais non en fait on perd des gens là sur le funnel de conversion au fur et à mesure, donc on va le raccourcir et on va changer l'organisation de commandement des données. Avec mon API qui est complètement câblé sur mon application front, je suis un petit peu coincé. Parce que moi, j'avais fait mon truc où c'était les étapes comme ça, dans ce sens-là, et impossible de les mettre dans l'autre sens. Si je crée une API qui, par contre, répond au pur besoin de je veux souscrire un crédit, et cette API me propose, j'initie mon dossier de crédit, avec éventuellement des données minimum syndicales. 2, je le mets à jour en ajoutant des données, dans n'importe quel sens, je m'en fiche. Et qu'au bout d'un moment, du moment que j'ai suffisamment de données, le statut de mon dossier change. Et on me dit, là, on peut souscrire. Avec ça, que je fasse mon site web avec 24 étapes ou mon application mobile avec 2 étapes et peu importe le sens dans lequel je fais les données, ça va marcher. Donc c'est en choisissant, déjà en se posant la question de à quel besoin je réponds et en essayant d'y répondre de la manière la plus agnostique possible, use case dans lequel on va utiliser l'API. Ça permet d'avoir une API qui va être réutilisable et donc de facto mieux subir l'usure du temps. En choisissant les bons types de données au bon moment, on va avoir des formats de données extensibles et on va pouvoir limiter la casse. Et après, c'est des choix stratégiques de se dire ouais, ok, là le design de l'API, il est pas top. Si ce champ-là, on le renommait Titi ou si on changeait son format machin, ce serait mieux. Des fois, faut se dire, ce que je disais tout à l'heure, faut apprendre à virer avec ses erreurs. Et se dire, ok, là, c'est pourri. Tant pis. On peut pas casser le format de données qui est là, donc on va rajouter une virée à côté, et puis ça marchera. Et en fait, en faisant comme ça le plus longtemps possible, ça va permettre de rôder le sujet, de rôder le domaine sur lequel on travaille. Et au bout d'un moment, on aura suffisamment rodé le truc, on aura fait le tour, et là, on pourra se dire, c'est peut-être le moment de passer à une V2. Mais on le fera pas juste pour le plaisir. Surtout pas. Il faudra se dire, ce passage à une V2 qui va obliger tout le monde à changer son fusil d'épaule, les consommateurs, il faudra le faire en disant, là, vous vous rendez compte, on vous met une nouvelle version de l'API, et on n'a pas juste changé le format. On a des nouvelles fonctionnalités de dingue, et vous les attendez depuis longtemps, et les voilà, elles sont là. Et du coup, les gens, pour pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités, ils vont passer au nouveau format. Tu réponds aussi à la question que j'étais en train de me poser pendant que je t'écoutais, parce que les changements de spec ou alors avoir utilisé un booléen, ça me paraît quelque chose d'assez classique, que tout le monde tombe dans ce panneau-là, parce que aujourd'hui, moi, j'ai une question où ça va être vrai-faux comme ton en stock. Je vais évidemment me dire que je vais mettre un booléen, parce que si je mettais là un objet, je me dirais, je fais de l'over-engineering. Donc, pourquoi faire compliqué quand je peux faire simple ? J'ai que 2 statuts pour l'instant, donc j'utilise le booléen. Donc, j'imagine que c'est un cas d'erreur très fréquent dans le design d'une API que d'utiliser le mauvais type. Ouais, c'est hyper courant. Et après, t'as parlé d'over-engineering, c'est toujours une balance à trouver. Entre, est-ce que je suis pas en train de faire un truc super compliqué parce que je tire des plans sur la comète, ou est-ce que je suis pas en train de faire un truc beaucoup trop simpliste qui de toute façon va me revenir dans la figure mais dans 15 secondes. Alors des fois on gagne, des fois on perd. Au bout d'un moment, on les voit venir de loin et c'est en discutant avec les gens qui connaissent le métier. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Qu'est-ce qu'on veut faire ?
généralement, c'est comme ça qu'on arrivera à prendre la décision de se dire, bah, est-ce que je fais un truc plus compliqué que ce que j'avais imaginé au départ, ou est-ce que, non mais ça, on est sûr, le truc vrai-faux là, ce sera toujours vrai-faux. Fonctionnellement, ça n'a aucun sens de se dire on va rajouter des statuts. Donc si fonctionnellement ça n'a aucun sens, on dit ok, on s'arrête là. Et si jamais dans 1 an, dans 2 ans, on s'aperçoit ah merde, un truc qu'on n'avait absolument pas imaginé arrive, bah tant pis, on vivra avec. On rajoutera le statut qui n'est plus un booléen à côté du vilain booléen, et puis on vivra avec pendant quelques temps, et puis peut-être qu'après on arrivera à faire une V2, on le virera. Est-ce que de la même manière, il y a des erreurs très fréquentes qui sont facilement évitables? Bon, bah, le booléen, bah, c'est vraiment les trucs évitables, c'est de se poser la question dès qu'on manipule de l'atomique. Donc, j'ai un booléen, je te renvoie une liste, les trucs sous forme de liste de string ou de liste de numéros ou ce genre de choses. Les codes numériques non interprétables, ça c'est l'exemple tarte à la crème parce que souvent on doit vivre avec des systèmes existants, les fameux legacy, et on peut pas s'amuser à changer toute la nomenclature. Tous les petites typologies de code et tout ça, donc faut essayer de ménager un peu les deux, de renvoyer ces choses-là. Voilà, sur du petit point de design, c'est ça. Et mais après, les erreurs classiques, c'est surtout en ce qui concerne la sécurité. J'ai un existant, je l'APIfie, je me repose pas la question de la sécurité au-delà du design. Et souvent, quand on APIfie un existant, ben on avait toute une couche de sécurité qui était dans le. Si je fais du Java à l'ancienne, j'avais une bonne vieille appli web Java qui faisait je pense que ça se fait plus maintenant, hein, mais de la JSP ou ce genre de truc avec une partie serveur qui générait du HTML, ce genre de choses. Bah, généralement, là-dedans, on avait toute une couche de logique de sécurité et tout. Et quand on passe en mode API avec, on va se faire du Vue.js, du React ou que sais-je encore, des SPA, eh ben, toute la logique de sécurité, on peut pas l'avoir dans la SPA. Donc, c'est bien la redescendre en bas. Donc, on a, voilà, en termes d'erreur de design tarte à la crème, on peut avoir du très petit, j'ai choisi le mauvais type, à du très très gros de j'ai complètement oublié de redescendre une partie de ma logique métier au bon endroit. Une dernière question, puisque ton domaine d'expertise, c'est l'API, et on a parlé d'API REST, donc essentiellement. Aujourd'hui, dans le paysage des API, comment ça évolue et comment tu situes l'API REST? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en forte croissance ou est-ce qu'il y a de nouvelles API, je pense à GraphQL par exemple, qui viennent un peu perturber tout ça et prendre de plus en plus d'importance? Alors aujourd'hui sur le marché, on a en matière d'API synchrone, il y a 3 gros blocs. Il y a les API REST qui sont, faut pas se leurrer, le format le plus utilisé aujourd'hui, qui tire parti de l'interface. Ah, c'est l'interface uniforme, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et d'un certain nombre de principes, s'appuie sur le protocole HTTP. À mon sens, c'est dans la majorité des cas la bonne façon de faire une API, mais il y a toujours un mais. Des fois, il faut voir d'autres cas, d'autres moyens de faire. Les 2 autres moyens qui sont les plus répandus aujourd'hui, c'est GraphQL et gRPC. Donc gRPC, typiquement, c'est vous voulez faire de la com interne avec du binaire, vous avez besoin de bidirectionnel, de streamer, ce genre de choses. gRPC avec notamment du protobuf, c'est nickel. GraphQL, personnellement, je le vois bien dans le cas où ouais, j'ai déjà des API qui existent, mais j'ai besoin de les utiliser dans les applications mobiles où j'ai besoin d'optimiser le moindre octet, d'optimiser toutes mes requêtes, tout ça. Je vais coller une couche de GraphQL au-dessus dans un BFF, pas un Best Friend Forever, mais un backend pour front-end, qui va me faire une API. On appelle aussi cette couche-là souvent l'API expérience, qui va s'adapter, qui va prendre finalement un petit peu de l'existant et qui va l'adapter à un contexte très très particulier. La GraphQL, je vois bien là. Il y a des métiers où GraphQL peut faire sens. Bon, il y a des gens côté, c'est côté GitHub, ils ont sorti une API GraphQL il y a quelques temps parce que les gens avaient besoin de pouvoir récupérer des informations de manière tellement spécifique. Je vais récupérer les repositories qui sont comme ça, qui ont des contributeurs comme si on a tellement croisement de données que là, avec une API REST classique, c'est assez difficile à faire. Et avec une API GraphQL, on peut le faire. Le problème que j'ai avec GraphQL, c'est que, comme toujours, hein, ces nouvelles techno, on me dit il faut faire une API GraphQL. Ok, mais pourquoi vous voulez faire du GraphQL? Pas parce qu'on a plein de données là, les gens ils les veulent. Bah oui, mais vous n'avez pas leur filer un accès direct à une base de données, c'est ridicule. Parce que vous avez juste exposé votre bip et les gens ne seront pas plus avancés. Et surtout qu'en plus, du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, en tout cas en interne dans l'entreprise à laquelle je bosse, à chaque fois que le sujet GraphQL est sorti, moi j'aimerais avoir un vrai use case GraphQL pour avoir l'occasion de m'y frotter en conditions réelles.
à chaque fois, c'était oui, on veut faire du GraphQL parce qu'il y a des problèmes de perf. Bon, je ne vois pas en quoi ça résoudrait le problème, mais surtout les problèmes de perf, c'était pas avéré. Et le peu de gens qui ont mis en place du GraphQL s'en sont mordus les doigts derrière parce que GraphQL, c'est un peu truc c'est quand dans Spider-Man, hein, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Avec GraphQL, on peut lancer des requêtes de dingue et faire des croisements dans tous les sens. Et si c'est pas maîtrisé, derrière les systèmes tombent à genoux. Donc GraphQL, c'est pas mal, mais à utiliser avec des pincettes, en sachant très bien ce qu'on fait, parce que derrière il y a des sujets de performance. Il y a des sujets de gestion de cache aussi en amont. Hein, tous les frameworks, notamment je crois que c'est Apollo en consommation, sont obligés de mettre en place des mécaniques assez complexes. Donc c'est très puissant, mais c'est très dangereux. Et le point important, c'est que vous fassiez du REST, du gRPC ou du GraphQL, si vous designez pas vos API, à la fin, tout ce que vous aurez, c'est des connecteurs techniques qui marcheront pas. Ok. Arnaud, merci beaucoup pour cette conversation, c'était passionnant. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère que les gens sont contents d'entendre ce que je raconte sur les API. Et juste pour finir, hein, parce que sur GraphQL, je peux parfois être un peu véhément. J'ai rien contre le truc, hein, c'est juste que souvent les gens viennent me voir avec ce sujet-là alors que c'est pas la bonne solution au problème. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez Arnaud sur Twitter @APIOnDemand et sur son blog apiondemand.io. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.